Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux threads qui nous viennent de Reddit. Ce sont des threads que j'ai pas mal appréciés parce que ils ne font pas état d'événements vraiment super traumatisants, mais ce sont des histoires qui pourraient nous arriver parce qu'elles présentent des éléments que vous avez certainement déjà vécu. Par exemple, vous savez la situation quand par exemple vous faites quelque chose et il y a un élément extérieur, un bruit, quelque chose que vous voyez qui attire votre attention et qui vous met en état d'alerte. Vous vous dites, tiens, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Vous avez des petits frissons sur le moment, mais finalement, fort heureusement, il ne vous arrive rien de dramatique. En tout cas, dans ces histoires, c'est ce qu'il se passe. Il ne se passe rien de dramatique dans le sens où les personnes qui ont vécu ce qu'ils racontent, les expériences qui les ont marquées, vont derrière plutôt bien. Et d'un côté, heureusement. Je tenais à vous remercier pour tous les retours que vous avez fait sous la vidéo Thread Horror des abonnés, là où je vous demandais si vous voyez des éléments qui pourraient être améliorés dans les vidéos, sur l'image, le son, etc. Vous avez été beaucoup à me faire des retours, donc merci du fond du cœur. Je suis allé voir tout ça et je réfléchis pour pouvoir améliorer la qualité des vidéos en général. J'espère que ça vous plaira. Déjà, premier petit changement, je change l'emplacement de mon micro pour voir si le son est de meilleure qualité. Avant, il était un peu plus loin, vous ne le voyez pas parce que je le coupais au montage, il était en hauteur et je ne sais pas s'il captait si bien le son que ça. Il le captait, oui, mais est-ce qu'il le captait avec la meilleure qualité? Je ne sais pas, donc je teste en le mettant directement devant moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous remarquez une différence? Je pense que de toute manière, je le verrai au montage. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux, j'essaye de faire de plus en plus de formats qui peuvent changer un petit peu des threads. On reste dans l'aspect horrifique, on raconte des histoires, mais voilà, changer des petits trucs ici et là. J'espère en tout cas que tout cela vous plaît. Je vous embête pas plus avec l'introduction, si vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans ces deux threads d'horreur qui nous viennent de Reddit. Nous allons commencer avec la première histoire, avec le témoignage de Salma. Salma nous dit qu'au moment où se sont passés les événements qu'elle souhaite raconter, elle vivait dans une maison qui avait en quelque sorte deux entrées. C'est-à-dire qu'elle avait une entrée, l'entrée principale, on rentrait chez elle par la porte, et elle avait une autre entrée qui se trouvait dans son jardin. Sa chambre donnait directement sur ce fameux jardin où il y avait une porte qui était toujours verrouillée et à côté de ces portes il y avait des murs assez hauts qu'on ne pouvait pas escalader facilement. Il fallait soit que quelqu'un fasse la courte échelle ou alors qu'il se serve d'un petit boîtier électrique qui se trouvait à l'extérieur, qu'il grimpe dessus et là il pouvait escalader. Vous l'avez compris, si on voulait escalader ce petit muret, c'est qu'on voulait aller au-delà de celui-ci. C'était pas un mur sur lequel on montait pour tester un peu son équilibre. La nuit, à 3h du matin, Salma est réveillée par un son. Et un son déjà qui n'est pas rassurant. Ce qu'elle entend, c'est quelqu'un chanter. Elle entend donc un chant, elle entend également des rires, des voix, et dans un premier temps, bien que ça ne la rassure pas directement, elle se dit que c'est peut-être ses voisins qui font ce bruit. Peut-être que des amis étaient passés pour boire un verre, ce qui pourrait expliquer ces petites nuisances. Salma décide donc de passer à autre chose et essaye de se rendormir. Le temps passe, sans que Salma n'arrive à retrouver le sommeil parce qu'elle est quand même dérangée par les bruits de l'extérieur, et elle se rend compte que ça dure pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, elle a essayé de retrouver le sommeil, mais impossible. Elle était trop dérangée. Et alors qu'elle était en train de cogiter, c'est le genre de choses qui peut arriver quand on n'arrive pas à trouver le sommeil, on repense à plein de choses, et bien là elle repense aux voix qu'elle entend, et elle remarque qu'elle entend qu'une seule voix. Il n'y a personne qui chante avec la voix qu'elle entendait, personne qui rigole, personne qui parle, donc tout semble amener au fait que la personne qui fait ce bruit est seule. Donc Salma pense encore à une autre situation. Elle pense qu'il y a quelqu'un dans la rue qui est en état d'ébriété. Un peu curieuse, Salma s'est réveillée pour voir si elle avait raison ou tort. Elle va vers sa fenêtre, elle tire le rideau et elle essaye de regarder au niveau du lampadaire à l'extérieur pour voir si elle voit quelque chose. Elle ne voit rien au-delà du mur, donc dans la rue derrière sa maison. Par contre, elle voit quelque chose dans son propre jardin. Elle voit un homme allongé par terre qui s'amuse à faire tourner un couteau de boucher. Chose qui alerte encore plus Salma en voyant ce spectacle, c'est qu'elle a des chiens. Des chiens qui sont dans le jardin et qui ne sont pas inquiets par rapport à la présence de l'homme. Ils lui tournent autour et ils ont l'air très contents. L'homme, lui, continue de chanter en faisant un peu balancer le couteau qu'il avait dans la main, et Salma se dit que l'homme chantait soit pour lui, soit pour les chiens. Et bien que les chiens n'aient pas l'air immédiatement en danger,
Salma se dit qu'à tout moment, l'homme peut leur faire du mal. Elle décide donc de courir dans la chambre de ses parents, de prévenir son père. Son père est généralement un homme plutôt calme, mais dès qu'il apprend qu'il y a quelqu'un dans le jardin, là c'est comme si une autre personne se réveillait. Il sort du lit et il attrape son fusil de chasse, et il se précipite dans le jardin pour faire partir l'homme qui s'y trouvait. Il lui crie dessus en lui disant « Va-t'en tout de suite avant que je ne te fasse exploser la tête ». Sacrée menace. L'homme qui s'était introduit dans le jardin s'est relevé rapidement et il a escaladé le muret très facilement en rigolant. Il ne semblait pas du tout inquiet d'être sous la menace d'une arme. Ces événements ont été signalés à la police, mais la police n'a jamais réussi à retrouver l'homme qui s'était introduit dans le jardin de Salma. Et ce qui intrigue beaucoup Salma et sa famille, c'est que ces chiens n'ont pas pris l'homme pour quelqu'un de dangereux. Ils ne lui ont pas aboyé dessus, ils avaient l'air d'ailleurs assez affectueux avec lui. Alors qu'habituellement, dès qu'un inconnu passait à côté de la porte du jardin, ils étaient assez virulents, ils aboyaient assez souvent. Donc cet événement est un mystère, et encore aujourd'hui, dans la tête de Salma, ça en reste un. C'est là que son témoignage s'arrête. On peut avoir plusieurs théories concernant l'individu. Soit c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'être en contact avec des animaux, donc il savait comment s'y prendre pour détendre les chiens et ne pas leur faire sentir le danger. Après, est-ce que cet homme avait réellement des intentions malsaines? Je pense personnellement qu'on peut dire que oui, sinon pourquoi se baladerait-il avec un couteau de boucher? On peut même aller plus loin dans les théories en se disant que l'homme n'était peut-être pas si inconnu que ça à la famille de Salma, et que ce serait peut-être pour ça même que les chiens n'ont pas réagi. Ils l'ont reconnu, donc ils ne lui ont pas aboyé dessus. En tout cas, c'est quelque chose d'assez mystérieux, d'assez inquiétant évidemment aussi de se dire que quelqu'un est venu dans son jardin tranquillement, se poser là, et qu'il jouait avec un couteau de boucher. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette histoire. C'est assez intriguant, je trouve. Je vous propose maintenant qu'on voit ensemble la deuxième histoire, qui cette fois-ci sera celle d'Étienne. Étienne nous dit que son histoire s'est passée alors qu'il était âgé de 22 ans. À ce moment-là, il venait d'être diplômé de l'université, il ne savait pas vraiment quoi faire de sa vie, donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de retourner vivre chez ses parents pour bénéficier d'un logement gratuit. Effectivement, ses parents ne lui faisaient pas payer de loyer, sauf qu'il a rapidement rencontré des contraintes vis-à-vis de cet hébergement. Il était jeune, célibataire, et c'était assez compliqué de vivre cette vie-là en étant chez ses parents, parce que chez ses parents il y avait quand même certaines règles à respecter et lui voulait obtenir à 100% son indépendance. Ses parents vivaient dans la campagne, de base ils vivaient en ville, mais ils avaient décidé de déménager pour trouver un peu de calme. C'était en soi un endroit plutôt sympa, mais pour un jeune homme c'était assez compliqué à vivre parce qu'il y avait quand même pas mal de trajets pour se rendre en ville, et Étienne lui la ville c'est quelque chose qu'il adorait. Pour pouvoir se changer un peu les idées et obtenir petit à petit son indépendance, il a décidé de chercher du travail. Sauf qu'il rencontre un problème de taille, c'est que la majorité des emplois qu'il peut trouver se trouvent en ville, donc à une certaine distance. C'est pas forcément le plus appréciable. Ce qu'il constate, c'est qu'il a besoin d'avoir un logement en ville pour pouvoir trouver du travail et que tout soit plus simple pour lui. Sa démarche est simple, avoir un logement en ville, trouver du travail, et commencer à vivre sa vie d'adulte. Mais pour trouver un logement en ville, il a déjà besoin de revenus, chose qu'il n'a pas. Donc ce qu'il trouve, mais Étienne trouve une opportunité. L'opportunité qu'il trouve, c'est un petit job payé sous la table qu'un ami de son père lui propose. L'ami de son père avait une entreprise de construction et il proposait à Étienne de faire quelques tâches en échange d'argent. Et un des amis d'Étienne a proposé contre à peu près 200$ de lui laisser le canapé pour qu'il puisse ensuite trouver du travail en ville. Donc là, le plan d'Étienne se dessine beaucoup plus. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler pour l'ami de son père, obtenir de l'argent, payer une sorte de loyer à son ami qui vit en ville, et là il va chercher un travail qui va le rémunérer, et avec ce travail en ville, il pourra se trouver son propre logement en ville. Son plan se fait un peu étape par étape. Et l'histoire qui l'a marqué, la seule histoire d'ailleurs qui l'a marqué dans sa vie, d'un point de vue un peu horrifique, qui l'a mis mal à l'aise, ça s'est passé alors qu'il travaillait pour l'entreprise de l'ami de son père. Le travail d'Étienne est assez simple. Il n'est pas considéré comme un vrai salarié, hein. C'est un peu comme un travail de babysitting, quoi. C'est du plus. Pour vous expliquer les choses, la société de construction de l'ami du père d'Étienne est rarement ouverte. En tout cas, les bureaux sont rarement ouverts parce que tous les employés sont sur des sites de construction et le bureau, lui, ouvre ses portes uniquement quand il y a des rendez-vous. Donc Étienne, lui, son travail, c'était d'aller
dans le bureau et de vérifier juste un petit peu les différents contrats, préparer un petit peu les différents travaux qui étaient à prévoir, ce genre de choses. C'était un peu en quelque sorte de l'assistanat. Un peu comme la maison des parents d'Étienne, le bureau se trouvait en pleine campagne, donc dans un endroit assez isolé. Étienne travaillait déjà depuis quelques semaines dans cette société de construction jusqu'au moment où est venu l'hiver. Une nuit, il avait énormément neigé. Donc le père d'Étienne lui a dit « Va pas travailler aujourd'hui, ce sera trop compliqué », mais Étienne s'est dit que le soir, le lendemain où il avait beaucoup neigé, une fois que la neige aurait donc un peu fondu, il prendrait son gros SUV pour aller travailler, non pas la journée, mais le soir. Comme ça, ses tâches étaient remplies. Il se rend donc vers 20 h au bureau. Évidemment, étant de nuit un peu milieu de nulle part, Étienne n'attendait personne. Et pour vous dire que s'il y avait quelqu'un, on le voyait vite, c'est que si on prenait l'allée pour aller dans le bureau, on était obligé de se retrouver devant le bâtiment. C'était pas une route qui permettait d'aller ailleurs. Si on prenait l'allée du bureau, on y arrivait forcément. L'allée s'arrêtait au niveau du bâtiment. Une fois arrivé sur place, Étienne fait son travail. Là, tout se passe bien, c'est très calme. Et à un moment donné, il décide de regarder par la fenêtre, juste comme ça, histoire de faire une petite pause, regarder un petit peu le paysage qu'il trouvait assez joli. Et alors qu'il regarde par la fenêtre, il remarque que, à l'extérieur du bâtiment, dans la neige, il y a une marque assez particulière. Toute la neige sur le sol était assez lisse, mais ce qu'il voit dans le sol, c'est une sorte de trou, comme si en fait quelque chose s'était allongé dans la neige. Étant en pleine nature, Étienne suppose que c'est un chien ou un animal sauvage qui s'est roulé dans la neige. Il trouve ça assez atypique, car il l'a remarqué, mais il ne se pose pas plus de questions que ça. Il retourne à son travail et il décide de partir vers les 2 h du matin. Pendant tout le temps où il avait fini de travailler, il avait oublié cette histoire d'empreinte dans la neige, mais c'est en sortant pour retourner vers sa voiture que là, il s'est rendu compte de quelque chose qui l'a mis mal à l'aise. La trace dans la neige qu'il avait vue un peu plus tôt n'était pas du tout la trace d'un animal. Il reconnaît vraiment très bien ce que c'est. Cette trace, c'était la trace d'un homme. C'était pas des empreintes de pas. En fait, ça ressemblait à l'empreinte d'un homme qui s'était allongé dans la neige et qui avait fait, vous savez, un peu l'ange, qui secouait ses mains un peu pour ratisser la zone. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, un homme allongé dans la neige, quoi. Et dans cette situation, il y a plusieurs choses qui alertent un petit peu Étienne. Déjà, quand Étienne est arrivé donc le soir, il n'y avait pas cette trace. Donc quelqu'un est venu alors qu'Étienne était là pour faire cette marque dans la neige. Cette marque a été également faite juste en dessous d'un lampadaire, alors qu'elle aurait pu être faite n'importe où ailleurs. Lampadaire qui se trouvait juste en dessous de la fenêtre où se trouvait Étienne. Autre point, Étienne n'a pas entendu de véhicule venir dans l'allée. Donc quelqu'un est venu, d'où on ne sait pas, sachant qu'autour du bâtiment il n'y avait que des forêts, pour faire cette empreinte dans la neige. Donc dans la tête d'Étienne, quelqu'un a remarqué qu'Étienne était dans le bâtiment, est venu faire cette fameuse empreinte et est reparti. Étienne essaye de voir un petit peu s'il voit quelque chose, des indices, et effectivement il voit certaines choses. Il voit des empreintes de pas qui mènent de la marque, des empreintes de pas très légères, vers les bois avoisinants, et ça ne le rassure pas parce qu'on est de nuit, donc la seule chose qu'il voit au-delà des arbres, c'est la pénombre. Il décide donc de partir, il rentre dans sa voiture, il fait quelques mètres, mais là, une pensée lui vient en tête. En fait, il a peur que son patron pense que lui a fait la marque. En soi, son patron ne lui en aurait pas du tout tenu rigueur, mais Étienne était jeune, donc il s'est dit « ça fait pas pro, faut que j'enlève ». Donc il fait demi-tour, il va au niveau de la marque, il met un petit coup de pied dans la neige pour la camoufler, et il retourne dans sa voiture. À ce moment-là, Étienne n'est pas forcément terrifié. Il est un peu mal à l'aise, il se pose quelques questions, mais il n'a pas vraiment une peur. C'est juste après avoir camouflé la marque dans la neige que là, il va être horrifié. Étienne remonte dans sa voiture et juste avant qu'il ne referme la portière de son SUV, il entend un rire très fort et très aigu venir des bois. C'est ça qui tétanise Étienne. Pendant quelques secondes, qui évidemment lui semblent paraître très longues, il ne bouge pas et d'un coup, le son s'arrête. Étienne n'entend plus que son cœur qui bat très rapidement et de nouveau il entend ce rire très aigu mais encore plus fort que la première fois. Il ne sait pas vraiment dire si ce sont des animaux, pour lui ça semble très humain, mais ce qui le perturbe d'autant plus c'est que ce rire semble être fait par un homme mais qui semble imiter le rire d'une femme. Pour Étienne, c'est sûr, quasiment, la personne qui fait ce rire a pour but d'effrayer. Et ça a bien marché parce qu'Étienne
était tellement apeuré qu'il a décidé de partir sur le champ. Une fois rentré chez lui, en toute sécurité, Étienne s'est couché, il a très mal dormi parce qu'il n'arrêtait pas de repenser à ce qu'il venait de vivre. Le lendemain, il en a parlé à ses parents, et avec ses parents, ils se sont dit qu'il y avait deux possibilités. Soit il pensait voir la marque d'un homme dans la neige, alors que ce n'en était pas une, et c'est son cerveau qui a créé, on va dire, toute la situation. Pensant qu'il avait eu affaire à la marque d'un homme, il a imaginé que le son était le rire d'un homme, alors qu'en fait tout cela n'était dû qu'à un animal. Et la deuxième possibilité, qui est évidemment la plus effrayante, c'est que Étienne avait bien raison, et que c'était bien un homme qui était responsable de tout cela. Après ces événements, Étienne n'a plus jamais revécu quelque chose de la sorte. Il a fini de travailler pour l'ami de son père sans revivre ce genre de situation, sans voir un homme ou quoi que ce soit d'autre rôder autour du bâtiment. Et encore aujourd'hui, Étienne repense à ces événements parce qu'il se dit que il était observé quand il était dans le bâtiment et que la personne qui a fait la marque dans la neige a attendu qu'Étienne sorte du bâtiment pendant un sacré moment pour l'effrayer et faire ce fameux rire. Donc il avait vraiment cette intention de faire peur. Peut-être qu'il avait des intentions beaucoup plus malsaines et qu'il ne voulait pas juste faire peur mais attirer Étienne au niveau de la bordure de la forêt pour lui faire quelque chose de très grave. Il y a également une probabilité qui serait d'un côté la meilleure, c'est que quelqu'un ait juste cherché à faire une blague à Étienne et que ce quelqu'un raconte son point de vue de la situation et que son point de vue est quelque chose qui fait rire. Admettons, c'est un homme qui voulait juste faire une blague, il raconte à ses amis: l'autre soir j'ai fait peur à un mec en faisant croire qu'il y avait une femme qui avait peur dans la forêt, c'était marrant, il savait plus où se mettre, il avait peur, tout le monde rigole, on n'en parle plus. Ce serait la meilleure des situations. La pire, ce serait que quelqu'un de mal intentionné ait voulu berner Étienne pour lui faire du mal. Et voilà les amis, on en a fini pour ces deux histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce ne sont pas des histoires où on a une confrontation forcément directe avec quelque chose de dangereux, ce sont plus des situations où on est intrigué par quelque chose et le fait de ne pas voir ou de ne pas comprendre, c'est ça qui va alimenter la peur. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo, c'est vraiment très important. Si vous n'êtes pas également abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est le moment, ça me soutient énormément. Je vous laisse également mon Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée. C'était encore une fois un plaisir de vous partager ces histoires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!